Bonjour à tous et à tous. Je vois qu'il est 10 heures, donc je propose qu'on démarre ce webinaire et ça fera se connecter les personnes au fur et à mesure. Je vous propose qu'on commence par, comme on le fait toujours, un question par Slido. Du coup, bonjour à tous et à tous. Bienvenue dans ce format, le premier webinaire de l'année pour le PCN juridique et financier. Nous vous rappelons que, comme à chaque fois lors de nos événements, ce webinaire est enregistré. Cela vous permettra de pouvoir le visionner ultérieurement sur notre site horizon-europe.gouv.fr. Sur la page de l'événement par laquelle vous êtes inscrite il y a quelques semaines ou quelques jours. Vous pouvez aussi le revoir sur la chaîne YouTube du PCN juridique et financier. La chaîne du Horizon Europe est sur la playlist dédiée du PCN. Cela étant dit, voilà, donc on vous propose de vous connecter via l'outil Slido qu'on va afficher dans un instant. Je viens de vous remettre dans le chat le lien aussi si vous voulez vous connecter par le lien. Sinon, vous scannez le QR code qui apparaît ici et quand vous allez sur slido.com, vous entrez le code WP26 pour accéder à l'événement. Vous allez voir deux salles qui vous sont proposées puisqu'en fait, on a fait un choix pour pouvoir mieux classer les questions. Et donc, vous pouvez choisir le JRC parce que c'est par ça qu'on va commencer tout à l'heure. Voilà. Alors, maintenant que cela est dit, on va vous afficher le Slido dans un instant, sachant qu'on a lancé la première question comme vous pouvez le voir. Normalement, vous voyez le Slido. Donc, pour ceux qui se sont déjà connectés, vous voyez que, effectivement, pour l'instant, à majorité du temps, pour les personnes présentes, donc la question étant, avez-vous, vous ou vos équipes, déjà soumis un projet Horizon Europe? Voilà, sachant qu'une étoile représente ici un projet, juste à titre indicatif pour voir si vous êtes déjà des personnes aguerries ou plutôt débutants en la matière. Pour l'instant, la plupart d'entre vous, à savoir 57% au moment où je vous parle, ont au moins déposé déjà ou accompagné les équipes à déposer 5 projets ou peut-être plus. On a fait le choix d'aller de 1 à 5. Voilà, mais vous êtes 17% avoir déjà soumis un projet, 10% de projets. Voilà, comme des gens relativement expérimentés. Je vous laisse encore quelques petites secondes si vous voulez répondre à cette question. Et puis, on enchaînera une autre question brise-glace. Ça ne bouge pas tellement. Donc, encore une fois, pour rappel, vous avez le lien Slido que je viens de mettre dans le chat ou sinon sur le partage, vous voyez le QR code. Donc, vous allez sur slido.com. Sur le site et vous tapez le code VP26 ou vous scannez le QR code ou vous cliquez sur le lien qui se trouve dans le chat. Voilà, vous avez trois chemins pour accéder à cet outil Slido de sondage. On se servira aussi de cet outil d'ailleurs pour répondre ensuite et donc de votre côté pour poser les questions que vous souhaiterez nous poser. Donc, deuxième question du coup de ce brise-glace. Avez-vous suivi le webinaire de la Commission européenne qui avait lieu donc mardi dernier, le 20 janvier, sur les nouveautés du programme de travail principal 26-27? Voilà, donc à grande majorité pour la trentaine de personnes qui a déjà répondu, c'est plutôt non. Ah, mais vous êtes quand même 20% ici à répondre oui. Voilà, et des petits... Effectivement, certains d'entre vous, vous avez vu notre petite blague du matin, à savoir que vous êtes assoupis durant le webinaire. Voilà, donc c'est vrai que
Si on s'endort déjà le matin, ça augure rien de bon pour l'après-midi. C'était un petit peu long, mais néanmoins, je pense assez intéressant si vous avez eu le temps de vous y connecter. Bon, je vois que vous êtes une cinquantaine à avoir répondu et comme le temps va être assez resserré ce matin, je vous propose qu'on enchaîne maintenant. Il me semblait que c'était la dernière question qu'on avait. Voilà, donc merci à tous en tout cas pour votre participation. Du coup, on va effectivement véritablement démarrer ce webinaire. Donc, rebonjour à tous ou bonjour à tous. Donc, pour vous dire d'abord donc quelques mots sur l'équipe du PCN juridique et financier qui est là pour vous informer sur les conditions de participation du programme cadre Horizon Europe, mais aussi Horizon 2020, puisqu'il y a encore des projets Horizon 2020 qui sont en cours d'exécution. On est là en appui de nos collègues thématiques que vous pourrez interroger par ailleurs sur le contenu des appels auxquels vous vous apprêtez peut-être à répondre ou auxquels vos équipes s'apprêtent peut-être à répondre. Vous pouvez nous joindre via différents moyens qui sont listés ici. Si vous avez des questions, vous avez une hotline, vous pouvez nous envoyer un mail, nous contacter par téléphone, ou vous pouvez aussi et surtout consulter nos ressources juridiques et financières qui sont nombreuses sur le site. Donc là, vous avez un lien direct vers notre page qui recense toutes ces ressources et vous pouvez aussi devenir relais Horizon Europe. Voilà, donc, et enfin, suivre nos actualités via LinkedIn. C'est aussi un bon moyen au fil de l'eau. Voilà. Donc pour aussi vous présenter l'équipe actuelle du PCN, puisqu'actuellement en fait nous sommes 3 personnes. Notre collègue Irénée est en congé pour quelques mois, voilà, mais elle fait toujours partie de l'équipe. On a Cécile Bréhin qui est connectée avec moi ce matin et qui est d'ailleurs en train de partager la présentation. Voilà. Et puis, nous avons aussi notre nouvelle collègue, Claire Crépin-Leblond, qui a rejoint l'équipe là au début du mois de janvier. Voilà, à 40%. Donc, bienvenue à Claire. Voilà pour la présentation. Pour aller un peu plus sur le sujet du jour et vous expliquer de quoi il va s'agir. Donc, on a choisi de faire un focus sur les nouveautés en particulier des appels du programme de travail principal 2026-2027. Donc, pour toutes les personnes qui peuvent être intéressées par le dépôt d'une proposition de près ou de loin, que vous soyez enseignant, chercheur ou vous accompagnez les équipes. Voilà. On voulait vous dire aussi que les spécificités, tout ce qui concerne les appels Marie Sklodowska-Curie ne sont pas abordés ici puisque nos collègues du PCN Marie Sklodowska-Curie s'occupent très bien de vous faire des événements à ce sujet-là. Et que les changements aussi qui sont décrits aujourd'hui vont concerner uniquement donc les appels du programme de travail principal 2026-2027, c'est-à-dire que cela exclut les appels antérieurs, 2025 par exemple, et puis les appels du programme ERC et également de l'EIC qui ne sont pas couverts ici par ce programme de travail principal. Donc, pour vous expliquer le déroulé de notre webinaire du jour, et je ne l'ai pas encore dit, mais nous allons commencer par avoir une présentation du Centre commun de recherche par notre coordinatrice qui est aussi PCN du JRC, Virginie Sivan. Puis, nous aborderons d'autres aspects donc liés aux nouveautés des appels à proposition 2026-2027. Voilà pour le programme de ce matin. Donc voilà, cela étant dit, donc je viens de vous la présenter. Donc je pense que tu es connectée avec nous, Virginie, aujourd'hui. Bonjour. Oui. Et je vais te laisser la parole, si tu veux bien, pour présenter du coup le JRC et que tout le monde en sache un peu plus sur comment on peut le faire intervenir éventuellement dans les appels à proposition en préparation. Oui, tout à fait. Merci beaucoup pour ta présentation, Fanny. Bonjour à toutes et tous. Donc, je suis en train de partager voilà, ma présentation.
Et Virginie, t'as ton cache de caméra qui est encore activé si tu n'avais pas fait attention. Exact, voilà. Et puis, bien sûr, hein, vous aurez un petit temps de questions après la présentation de Virginie. Je te laisse la parole, pardon. Ok, merci beaucoup. Donc voilà, je suis Virginie Sivan, donc je coordonne les PCN au niveau français et je suis aussi PCN pour le JRC. Et donc le JRC qui est le Centre commun de recherche de la Commission européenne. En fait, le JRC, c'est une DG de la Commission européenne, donc qui emploie des chercheurs et des scientifiques. Et son rôle, c'est finalement d'éclairer les politiques de l'Union européenne. Et donc pour ça, le JRC produit des données, des analyses, des outils scientifiques, dont le but est vraiment d'être un appui à la Commission européenne pour les politiques scientifiques qu'elle met en œuvre. Donc l'idée là, dans ce webinaire, c'était de vous donner des informations sur la manière dont le JRC peut participer au projet Horizon Europe. Alors, il n'y a pas de nouveauté par rapport au début d'Horizon Europe, mais c'était pour faire un focus, parce que j'ai eu quelques questions sur la manière d'intégrer le JRC. Et donc là, l'idée, c'était de vous expliquer de manière très pratique comment ça se passe. Alors, en fait, le JRC identifie, avant la sortie, la publication des appels à projets, des topics sur lesquels il est intéressé et sur lesquels il serait intéressé de collaborer avec les projets qui seront financés dans ces topics. Donc, ce qui veut dire que dans le programme de travail 26-27, vous avez un certain nombre d'appels de topics en fait sur lesquels il est indiqué que le JRC pourrait participer aux projets qui ressortiront de ce topic. Et donc dans ces cas-là, le JRC peut participer soit en tant que bénéficiaire, mais sans financement, puisque le JRC est financé par ailleurs par la Commission européenne, ou il peut participer en tant que partenaire associé. Donc, très concrètement, vous voyez dans les topics, dans les conditions d'éligibilité, qu'il est fait mention justement de cette participation potentielle du JRC. Il est également fait mention de la contribution potentielle du JRC dans le scope des appels. Et puis, le JRC peut également participer, collaborer en fait avec des projets sur des topics sur lesquels il n'est pas forcément identifié. Là, il peut, par exemple, collaborer et être inclus dans le Scientific Advisory Board, par exemple. Alors, ce qui est important à retenir, c'est que le JRC ne peut absolument pas participer à la phase de préparation des propositions. Il ne peut rejoindre un consortium qu'une fois que le projet est retenu pour financement, et le JRC ne reçoit pas de financement de la Commission européenne, parce que, comme je vous le disais, il est déjà financé par ailleurs par la Commission européenne. Alors, comment ça se passe en pratique ? Donc, comme je vous le disais, le JRC ne peut pas participer à la rédaction d'une proposition, mais si vous montez une proposition et que dans le topic le JRC est mentionné et qu'il peut être sollicité, eh bien vous êtes encouragé, en tout cas vous pouvez dans la proposition que vous rédigez proposer une contribution du JRC sur les bases des informations qui sont fournies dans le texte du topic. Donc ça, c'est à vous de le faire, c'est au coordinateur à proposer en fait de quelle manière il aimerait que le JRC puisse être impliqué dans son projet. Alors, donc vous avez sur la contribution potentielle du JRC, vous avez des informations dans le topic. Si vous n'avez pas assez d'informations dans le topic, vous pouvez regarder sur le site web du JRC, où là il y a
toutes les informations sur les laboratoires, les plateformes qui sont accessibles à l'ensemble des États membres. Et puis, si jamais vous n'avez pas assez d'informations, vous pouvez aussi demander des informations plus spécifiques au JRC, mais ça reste limité. En général, il y a suffisamment d'informations sur leur site. Et puis, ce qui est important, c'est que l'ensemble des candidats doit avoir les mêmes informations sur la contribution éventuelle du JRC. Donc, si par exemple, un partenaire va contacter le JRC, dans tous les cas, tout sera retranscrit dans les FAQ qui concernent le topic. Donc, une fois que vous avez proposé une participation du JRC dans votre proposition, donc arrive la phase de sélection. Si votre proposition a été sélectionnée pour financement, c'est là que vous pouvez être, donc on vous propose de prendre contact avec le JRC pour déterminer les conditions spécifiques de la participation du JRC dans le projet, donc sur la base de ce que vous avez indiqué, mais là s'instaure une discussion avec le GRC et là les choses sont beaucoup plus spécifiques. Et donc si un accord est conclu, parce que c'est pas forcément le cas, vous pouvez être d'accord ou pas, le JRC peut être d'accord ou pas, donc si un accord est conclu, dans ce cas-là, le JRC peut rejoindre le consortium en tant que bénéficiaire sans financement ou en tant que partenaire associé. Et si aucun accord n'est trouvé, dans ce cas-là, le JRC ne rejoint pas le consortium. Et donc c'est pour ça que c'est important que quand vous rédigez votre proposition, tout ce que vous proposez de faire puisse être réalisé sans la contribution du JRC, puisque au final on ne sait pas si le JRC rejoindra ou pas le projet. Ici, je vous ai donné quelques exemples de contributions du JRC dans les projets Horizon Europe, puisque le JRC a déjà contribué à un certain nombre de projets. Je vous montrerai la liste dans la slide suivante. Donc, le JRC peut jouer un rôle d'interface en fait entre les activités de recherche et les dimensions réglementaires. Il peut mener des actions de gestion de connaissances. Donc, je vous disais que le rôle du JRC, c'est vraiment d'éclairer les politiques de l'UE. Donc, il peut faire le lien entre les données qui ressortent du projet et faire en sorte qu'elles soient utiles et utilisées dans le cadre des politiques publiques de l'Union européenne. Il peut aussi assurer l'intégration des résultats de recherche et des données dans des bases de données, assurer leur maintenance, valider et entretenir des modèles. Il peut également être intéressant pour l'analyse de données. Enfin, voilà, il y a un certain nombre de contributions que le JRC peut amener dans les projets. Il peut également donner accès à des infrastructures de recherche. Donc ça aussi, c'est un point intéressant. Alors ici, vous avez la liste des centres de connaissances, des laboratoires en fait du JRC et de toutes les plateformes de données dans le cadre d'Horizon Europe. Donc tous les liens sont cliquables et donc vous avez toutes les informations sur l'ensemble de ces labos et de ces plateformes, si vous êtes intéressé à intégrer le JRC dans votre proposition. Et ici, vous avez la liste en fait de tous les projets dans lesquels le JRC a été intégré en tant que partenaire depuis le début d'Horizon Europe. Donc, il y a 44 projets. Vous voyez que la majorité des projets dans lesquels le JRC est impliqué, ce sont des projets du cluster 6. On a également d'autres programmes d'autres projets dans lesquels il est intégré, mais c'est vrai qu'il y a un focus important sur le cluster 6. Et donc, qu'en est-il pour le programme 2026-2027 ? Eh bien, tous les topics ont déjà été tagués JRC sur les thématiques sur lesquelles le JRC souhaitait se positionner. Donc, vous voyez que, comme c'était déjà le cas depuis le début d'Horizon Europe,
la majorité des topics qui sont tagués le sont dans le cluster 6, mais vous avez aussi des topics dans le cluster 5, le cluster 4, le cluster 3, le cluster 2 et le cluster 1, donc tout le pilier 2, mais également dans les infrastructures de recherche et dans le programme Widening et dans le programme EIE. Et dans les slides suivantes, je vous ai donné la liste de tous ces topics. Donc bien sûr, je ne vais pas balayer cette liste-là, mais comme ça, vous pouvez avoir en tête très rapidement l'ensemble des topics qui sont tagués JRC. Donc ici, vous avez les infras de recherche, le cluster 1, le cluster 2, le cluster 3, le cluster 4, les écosystèmes européens d'innovation, Widening et ERA, le cluster 5 et ici les topics du cluster 6. Voilà, donc je vais arrêter ma présentation ici. N'hésitez pas si vous avez des questions collaborateurs. Donc vous voyez enfin vous pouvez le mentionner dans votre proposition. Et puis, si votre proposition est retenue, dans ce cas-là, il y aura une discussion avec le JRC. Donc, c'est possible. Deuxième question, si les projets doivent être réalisables sans contribution du JRC, dans ce cas, cela annule, interdit toute volonté de développer des résultats susceptibles de faire évoluer les modèles de la plateforme IMAP. Alors, ça annule pas ou ça n'interdit pas, non, de développer. Alors, j'aurais besoin de si les personnes peuvent se connecter et. Alors non, on a coupé le micro, mais si la personne peut rajouter un peu de contexte dans sa question sur Slido. Est-ce que le JRC peut être intégré dans les missions d'Horizon Europe? C'est une bonne question. Je crois qu'ils ne sont pas. Enfin, en tout cas, il n'y a aucun topic tagué JRC. Mais a priori, vous pouvez le mentionner, en fait. Vous pouvez proposer sa participation. Alors, si les projets doivent. Une raison pour laquelle il faudrait on devrait mentionner le JRC dans un projet. Alors, c'est pour, en fait, c'est pour travailler de manière plus étroite avec le JRC. Ça peut être, donc, je vous donnais quelques exemples tout à l'heure de contribution du JRC dans les projets européens. Si par exemple vous produisez des données et dans votre projet l'idée c'est qu'elles soient utiles pour éclairer un certain nombre de politiques publiques. Donc là, le JRC peut être un partenaire aidant dans ce cas-là. Le JRC a un certain nombre de plateformes de bases de données aussi. Donc c'est intéressant de pouvoir accéder à ces bases de données. Il peut vous donner aussi accès à des infrastructures de recherche. Donc voilà, tout ça, ce sont des raisons pour lesquelles vous pouvez intégrer le JRC dans votre projet. Plein de questions. Aucun projet avec le JRC sur le cluster 1, sait-on pourquoi? Non, en fait, je pourrais pas vous dire. En fait, c'est vraiment le JRC qui en amont. Alors, ils ont une capacité de ressources humaines qui est limitée. Donc, en fait, il faut qu'ils fassent des choix. Donc c'est pour ça qu'en amont en fait de la sortie des programmes de travail, ils font des choix sur les topics et effectivement il y a un focus assez important sur le cluster 6 et beaucoup moins sur le cluster 1. Mais je pourrais pas vous dire pourquoi moins sur le cluster 1. Si les projets doivent être réalisables sans contribution du GRC, dans ce cas, donc c'est la question tout à l'heure, je sais pas si la personne a pu contextualiser sa question.
Du coup, je vais répondre à ça Vas-y. après. Les thématiques sur lesquelles le JRC intervient sont-elles prédéfinies ou figées? Alors, les topics, oui, en fait, la manière dont le JRC peut intervenir, enfin, ce que vous voyez en fait dans le topic, vous avez une mention qui dit que le JRC peut, que vous pouvez faire intervenir le JRC dans votre projet, et en général, il y a une phrase qui propose une contribution potentielle du JRC. Et vous pouvez proposer d'autres contributions. Donc oui, c'est inscrit dans les différents topics. Mais encore une fois, les topics sur lesquels il n'est pas fait mention d'une possible contribution du JRC, vous pouvez également les identifier comme pouvant, par exemple, faire partie de votre Scientific Advisory Board, voilà, ou collaborer d'une autre manière. Alors, sur Advanced Innovation Challenges, je ne vois pas. Alors, je ne vois pas sur la plateforme une mention du JRC alors que sa participation est fortement recommandée dans le call. Alors, je ne pourrais pas vous donner d'infos spécifiques sur cet appel-là. Ce que je vous propose là, parce que là c'est un appel spécifique, c'est de contacter les PCN qui sont en charge de cet appel, et on regardera de manière plus spécifique comment contacter le JRC sur cet appel-là. Pourriez-vous nous mettre le lien web vers la page avec les topics? Dans tous les cas, vous aurez les présentations, hein, donc vous aurez l'ensemble des topics sur lesquels le JRC est tagué. On a eu le contexte pour la question IMAP. Ok. Alors, il faut donc être vigilant de ne pas faire reposer les résultats. Alors si, là en fait il s'agit d'une plateforme en fait. Vous voulez utiliser une plateforme JRC. Ce que je vous propose, c'est que vous m'envoyez la question directement sur mon mail. Je pourrais regarder ça de manière plus claire, parce que là il s'agit d'une plateforme en particulier. Donc je vous propose de m'envoyer la question sur mon mail qui est en début de présentation, et comme ça je pourrais vous répondre spécifiquement. Réponse instantanée, merci. Donc ça c'est bon. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions sur le JRC, mais sinon on va pouvoir passer à la suite. Si on a pu régler les problèmes de connexion des autres participants. En tout cas, merci beaucoup Virginie. Okay. On va du coup rentrer dans le vif du sujet, à savoir voilà les appels 2026-2027, donc de ce programme de travail général, ce qu'on vous disait tout à l'heure en introduction. Donc quelques nouveautés majeures qui sont listées ici. Donc ce nouveau programme de travail, en fait, il a été voulu comme étant plus stratégique, plus ciblé, plus simple et plus accessible, avec une réduction de la fragmentation du budget qui est encore disponible jusqu'à la fin du programme Horizon Europe. Il est aussi simplifié dans le sens où en fait la longueur du programme de travail globalement et par thématique, je pense que ça s'en ressent aussi, a été réduite. La CEO a quantifié cette réduction à 33%. Par rapport du coup au programme de travail précédent 25 ou 23-24, il me semble, 23-24, pardon, avec des sujets, donc on parle là de topics qui sont en fait moins prescriptifs et qui sont plus concis également. Voilà. Dans la même veine, la Commission européenne
a du coup eu à cœur de proposer moins d'appels dans ce programme de travail 2026-2027. Donc, on a moins de 35% d'appels par rapport au programme de travail de 2 ans précédents, donc 2023-2024. Et on a aussi le nombre de sujets, de topics, du coup, qui financent un seul projet qui a été réduit de 50%. Ça, c'est pour faire face notamment aux problèmes de sursouscription, puisque vous savez, pour certains d'entre vous, il y a certains appels sur lesquels il y a énormément de répondants et donc il y a une seule proposition de projet qui peut être financée. Autre aspect que vous pourriez ou pas retrouver dans les appels à proposition, mais qu'il est bon de savoir, c'est que du coup, il y a une volonté de s'adapter aux nouveaux participants, nouveaux entrants et aussi aux PME. Donc de ce fait, il y a des appels à proposition avec des thèmes qui ont été spécifiquement conçus et pensés pour faciliter l'accès à ce type de participants. Ça comprend par PME, on entend aussi start-up au sens bien sûr de la CE dans le cadre de la recherche et de l'innovation, des entreprises qui sont en phase de croissance, des organisations de la société civile, mais aussi de petites administrations publiques qui peuvent être effectivement plus en difficulté pour trouver une adéquation entre leurs préoccupations et les sujets qui sont proposés. Le programme de travail 2026-2027, il encourage également la coopération internationale et vous l'avez vu, hein, on en parle souvent au sein du PCN juridique et financier, donc il y a toujours plus d'accords d'association qui sont signés entre l'Union européenne et certains pays, parfois maintenant très lointains, pour participer en étant financés dans le cadre de ce programme, tout en sachant qu'il y a aussi des restrictions qui ont été renforcées envers certaines zones géographiques et dans le cadre de certains sujets qui sont dits stratégiques. Voilà. Et un autre aspect complètement différent, mais qui est aussi en soi une nouveauté, mais dont l'ampleur s'accroît, c'est le financement par somme forfaitaire, le lump sum. Donc désormais, le lump sum va concerner 50% du budget des appels Horizon Europe. Avant, ça concernait 50% des appels, mais là, on parle vraiment de 50% du budget qui est alloué aux appels. C'est là la différence avec la vague de programmation précédente. Et enfin, et ça c'est notable, et on va en parler ici aujourd'hui, ce nouveau programme de travail, il va avec des formulaires de propositions qui sont simplifiés, avec un nombre de pages maximal qui est réduit. Voilà pour cette introduction à ce programme de travail principal 2026-2027. Maintenant que j'ai fait cette introduction, je vais passer la parole à ma collègue Cécile Bréhin qui va vous parler de coopération internationale et donc des nouveautés en la matière. Merci Fanny, et je veux bien que tu actives le Slido sur notre partie de webinaire pour bien sûr, que les gens puissent poser vos questions, donc n'hésitez pas. Tout à Alors, fait. comme disait Fanny, je vais faire un petit point sur la coopération internationale. Alors, un point rapide sur les accords d'association Horizon Europe. Vous êtes un peu, je pense, pas passé à côté de la nouvelle. On a un article sur notre site qui retrace un peu toutes les associations qui sont effectives depuis, à partir de maintenant. Mais on voulait vous revenir quand même sur les nouveautés, les associations récentes. Donc, vous êtes au courant que là maintenant, la Corée du Sud est associée au pilier 2 d'Horizon Europe à partir du budget 2025 et la Suisse associée à tous les piliers du programme à partir du budget 2025. C'est-à-dire que dès que sur le nom d'un appel vous avez le code 2025, vous pouvez mettre des entités de Corée du Sud sur le pilier 2 et des entités suisses comme bénéficiaires. Les nouveautés récentes concernent aussi les pays concernés par un accord transitoire. Donc là, vous avez l'Égypte qui est dans un accord transitoire pour être associé à l'ensemble du programme à partir du budget 2025, et le Japon qui va être associé au pilier 2 à partir du budget 2026. Souvent on a la question sur qu'est-ce qu'un accord transitoire. Ça veut dire que pour l'instant, l'accord
l'association finale, donc entre le pays et la Commission européenne, n'a pas été signée. Il n'y a pas eu l'événement de signature officielle de l'association. Donc, ce qui inclut pour l'Égypte, vous pouvez donc maintenant, à partir des calls qui sont notés 2025, vous pouvez ajouter des entités égyptiennes comme bénéficiaires, donc sur l'ensemble du programme ou entités affiliées, etc. La nuance est de dire que si au moment de la convention de subvention, de la signature de la convention de subvention avec la Commission européenne, l'accord final n'a pas été signé entre le pays et la Commission européenne, alors ces entités-là ne pourront plus être financées, donc elles passeront partenaires associés. Donc on sait que c'est une procédure un peu lourde, mais voilà, c'est quand même en bonne voie. Si elles sont dans un accord transitoire, il y a très peu de chances que la signature n'arrive pas. Et donc c'est pareil pour le Japon. Donc dans un accord transitoire pour le pilier 2 à partir cette fois-ci du budget de 2026. Donc faites bien attention, il y a quand même des appels 2025 où on encourage par exemple la participation du Japon, la coopération en fait avec le Japon, et ça veut pas dire que les entités japonaises seront bénéficiaires et pourront toucher de l'argent. Si c'est un appel 2025, vous pouvez ajouter ces entités japonaises comme partenaires associés, mais elles ne toucheront pas de financement, mais vous pouvez les mettre sur les appels du pilier 2 qui sont notés 2026. Donc c'est ça la subtilité quand on parle de pays concernés par les accords transitoires. Encore une fois, vous pouvez poser quelques questions sur Slido en tout cas. Ensuite, le gros sujet de ces nouveautés, c'est la restriction de la participation chinoise aux appels 2026-2027. Pour résumer, pour toutes les Innovation Actions, donc les IA, vous ne pouvez pas, il y a une interdiction générale de participation d'entités chinoises sous toutes les formes de participation. Donc là, je vous l'ai mis, que ce soit bénéficiaire, entité affiliée, sous-contractant, récipiendaire du FSTP, partenaire associé, vraiment toutes les formes de participation. C'est une interdiction de participation des entités chinoises. La restriction va un peu plus loin pour les Innovation Actions qui visent des technologies critiques, donc des appels IA qui concernent l'intelligence artificielle, les semi-conducteurs avancés, les technologies quantiques et les biotechnologies. Là, la restriction va plus loin. C'est interdiction de participation des entités chinoises, mais également la Commission va vérifier que même si une entité est établie dans l'Union européenne ou dans un pays associé ou un pays tiers qui est éligible au financement, la Commission va vérifier que ces entités-là ne sont pas contrôlées directement ou indirectement par des entités chinoises. Souvent, on a la question aussi de qu'est-ce que la Commission entend par directement ou indirectement contrôlé par des entités chinoises. Il n'y a pas de définition légale dans les textes, mais vous pouvez, et je vais en parler après, vous pouvez regarder un peu ce que la Commission demande dans l'annexe Ownership Control Declaration. Ça, je vais en parler un peu après, mais quand vous êtes concerné par cette Ownership Control Declaration, la Commission vous demande certaines informations et c'est un peu à ça que vous pouvez vous référer pour vérifier que votre entité est contrôlée directement ou indirectement par la Chine, sachant que, je vous le redirai, mais cette Ownership Control Declaration, elle est quand même maintenant beaucoup plus répandue, donc pour la plupart, vous allez peut-être devoir remplir cette annexe. Donc la restriction continue pour les entités chinoises. Donc pour les Research and Innovations Action, il y a un principe général qui est de dire non-éligibilité des entités établies en Chine, mais il y a des exceptions limitées qui sont, je vous ai mis le lien listé dans les annexes générales, page 7. Donc uniquement dans certaines destinations jugées à dominante recherche et sur des thématiques qui sont moins stratégiques pour l'UE, vous pourrez de manière exceptionnelle inclure des entités chinoises. Donc ça concerne certains appels du cluster 2, du cluster 5, du cluster 6, certains appels mission, certains appels du widening et certains appels du New European Bauhaus. Donc les topics en question sont listés dans la générale, donc je vous invite à aller voir. Et des exceptions au cas par cas restent possibles sur justification, donc vous pourrez, si vous avez vraiment une raison béton pour inclure des entités chinoises dans une RIA, vous pourrez, mais on n'a pas plus de définition ce que la Commission appelle exception au cas par cas. Ça, c'est elle qui va définir si vous l'avez bien justifié dans votre projet, si elle l'accepte ou pas. Et enfin, pour les restrictions chinoises, vous avez une interdiction générale de participation pour les universités chinoises qui relèvent du ministère de l'Industrie et de l'Information technologique.
tous les programmes confondus. Donc malheureusement, on n'a pas de liste à vous fournir comme c'était le cas pour les universités hongroises. Donc je pense qu'il va falloir faire pas mal de recherches et peut-être que ça va venir. Peut-être la commission va nous fournir cette liste. Voilà ce que je pouvais vous dire sur la restriction. Je voulais aussi revenir sur un point parce que c'est quand même quelque chose qui revient beaucoup dans les appels et on s'est dit que ce serait peut-être intéressant de faire une explication de ces fameux articles. Donc c'est souvent cité des restrictions sur la base des articles 22 paragraphe 5 et 22 paragraphe 6 du règlement Horizon Europe. Donc que sont ces articles? Donc l'article 22 paragraphe 5 du règlement Horizon Europe permet à la Commission européenne de restreindre ou exclure des entités des appels. Donc en gros, la question qui se pose, ce sera quels pays ou entités peuvent participer à tel appel. La raison invoquée va être pour des raisons de sécurité, d'autonomie stratégique, de souveraineté de l'UE, donc voilà. Et ça permet à la Commission d'exclure, limiter la participation d'entités, qu'elles soient établies dans certains pays ou que ce soit des entités contrôlées par des pays tiers non associés. Je vous ai mis un exemple complètement aléatoire sur des appels qui vont être réservés qu'aux entités qui sont établies dans des États membres ou dans des États de l'espace économique européen. Et pour l'article 22, paragraphe 6, ça permet à la Commission d'ajouter des critères d'éligibilité aux appels. C'est-à-dire sous quelles conditions peut-on participer. Donc pareil, ça va être lié à la nature de l'action ou à ses objectifs scientifiques ou stratégiques. Donc ça peut être ajouter des conditions d'éligibilité ciblées qui peuvent porter sur le type d'entité qui peut participer, le nombre d'entités qui peut participer ou leur lieu d'établissement. Donc là, par exemple, des restrictions de participation pour les appels sur des thématiques de l'IA, du quantique, etc. Encore une fois, pour la restriction de la participation chinoise, pour l'instant, c'est le cas pour les appels 26-27, mais c'est pas une situation qui est figée. C'est que la Commission explique d'ailleurs très bien dans les annexes générales, si vous voulez aller voir. Elle explique que cette restriction est du fait que l'UE et la Chine n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur notamment les aspects de propriété intellectuelle. Donc, là, pour l'instant, il y a un peu des clauses qui transmettent automatiquement la propriété intellectuelle à la Chine, aux entités chinoises quand elles participent. Donc évidemment, ça, l'UE ne peut pas être d'accord avec ça. Ce qui fait que toutes les Innovation Actions, donc qui vraiment sont des thématiques où il y a des risques de propriété intellectuelle, des risques stratégiques, et la Commission restreint la participation. Et c'est pour ça que pour les Research Innovation Actions, sur des thématiques, comme je disais, un peu plus globales, qui sont très recherche et pas trop industrie, applicabilité, et la Commission autorise exceptionnellement la participation d'entités chinoises. Donc voilà, ça c'est la raison pour laquelle il y a des restrictions. Et donc je voulais en effet vous parler de cette annexe, parce qu'en fait c'est pas une annexe qui est nouvelle, elle existe depuis un petit moment, mais elle va être de plus en plus demandée. Donc c'est souvent précisé dans les appels, et là pour l'instant ça concerne majoritairement les Innovation Actions, comme je vous disais, qui portent sur les sujets stratégiques concernés par la restriction de l'article 22 paragraphe 5 du règlement Horizon Europe. Donc tous les partenaires n'ont pas à remplir ce document. Évidemment, les entités publiques n'ont pas à remplir ce document, puisque la Commission part du principe que si vous êtes une entité publique, vous êtes détenu par l'État dans lequel vous êtes établi, donc un État membre de l'UE ou des pays associés. Donc là-dessus, elle ne va pas vérifier par qui vous êtes contrôlé. Mais donc, tous les partenaires, c'est-à-dire les bénéficiaires et les tierces parties, devront remplir ce document. Donc tous ces partenaires qui sont des entités privées, que ce soit... on nous avait posé la question si c'était, même si on était une association, ou alors est-ce que c'était que pour les entreprises lucrative, et non, c'est vraiment pour toutes les entités privées au sens général. Je vous ai mis aussi le lien du document qui est sur le site de la Commission, donc dans la section Templates et Forms, Application Forms, tout en bas de la liste, vous avez Ownership Declaration, si vous voulez un peu voir le document à quoi il ressemble, et aussi si vous vous demandez ce que la Commission entend en partie comme une entité directement ou indirectement contrôlée par la Chine. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions ou s'il n'y en a pas beaucoup, on peut passer à la suite, sinon on peut y répondre, on peut commencer à y répondre. Pardon. Oui, je regardais Cécile, mais je ne vois pas de questions, sachant que depuis tout à l'heure, en fait, de toute manière, les questions n'étaient pas fermées. Il y avait bien la possibilité de poser des questions. J'ai switché sur
les nouveautés des appels. Donc, je pense qu'effectivement, les questions viendront peut-être plus tard. Dites-nous hein, si jamais vous aviez des questions, vous n'avez pas pu les poser, mais moi, Je pense qu'on fera une session de questions-réponses à la fin. Exactement, on va avancer du coup et puis prendre les questions un peu plus tard. Je te laisse la parole du coup, Fanny. Oui, du coup, c'est à moi. Merci Cécile. Donc, on continue effectivement. Comme annoncé, on va vous parler en détail maintenant de ce nouveau formulaire de candidature donc pour ce programme de travail principal de 26-27. On te voit pas, Fanny. Aussi, si jamais. Ah oui, pardon. Ouais, merci. Alors, je vois toujours la slide 4, c'est normal, merci. Du coup, pour démarrer, donc en fait, on le fait dans l'ordre du document, des documents d'appui. Donc, on commence par la partie plutôt administrative, la partie A. Donc, on voulait vous signaler rapidement qu'il y a eu des changements dans cette partie administrative hein, qui se remplit pour ceux qui n'auraient pas l'information directement en ligne sur la plateforme de soumission avec un PDF en ligne. Donc dans cette partie-là, il y a deux champs qui ont disparu. Si vous étiez familier de cet outil et que vous aviez récemment rempli du coup des propositions, le lien avec les autres participants, ça c'était un champ en fait qui se trouvait au bas de la section Department. Donc cette section Department, c'est une section importante dans le sens où c'est la section dans laquelle vous allez nommer le laboratoire si vous travaillez ou l'équipe du projet travaille dans un laboratoire public ou n'importe quelle unité au sein de votre entité légale qu'il est important de signaler et qui du coup prend part au projet. Là en dessous du coup vous aviez cette notion où on pouvait dire quels étaient les liens entre deux participants qui seraient par exemple d'un même groupe pour les grands groupes qui existent et qui ont du coup plusieurs entités mère-fille. Voilà, same groups, controls, control by. Donc cette section a en fait disparu, elle n'était plus d'utilité de la mentionner ici. Une autre chose qui a disparu de ce canevas de proposition de cette partie A, c'est le rôle de l'organisation participante. Donc en fait, vous aviez un tableau dans lequel il fallait indiquer quel était le type d'activité qui était réalisé par l'entité. C'était à des fins statistiques et cette partie-là a été aussi retirée pour alléger la proposition. Ensuite, dans la partie B, donc les parties descriptives des propositions, là, il y a eu un certain nombre de changements. Et ces changements qu'on va détailler jusqu'après entraînent une réduction de la taille maximale de cette partie descriptive qui va aller jusqu'à 5 pages maximales suite aux simplifications des sections 2 et 3, donc impact et implémentation. Donc voilà les nouvelles limites maximales standards pour selon le type d'action. Donc vous voyez là à gauche, on vous a mis le type d'action, RIAIA, le modèle CSA ou aussi pour les co-found. Comme ça, vous avez le nombre de pages maximales. On a distingué dans une colonne les coûts réels et dans une autre colonne les propositions avec des appels financés en somme forfaitaire, lump sum. Donc vous voyez que voilà, maintenant pour les RIAIA qui est le modèle le plus utilisé, on va être sur 40 pages maximum. En lump sum sur les RIAIA, du coup, en 45 pages. Pour les CSA, on est à 28 pages et on a 25 pages maximales pour une CSA qui serait financée en lump sum et 65 pages maximales pour les co-found. Voilà, sachant qu'il y a certains appels spécifiques qui peuvent avoir des limites de pages différentes, ça peut arriver, donc il faut bien regarder les conditions spécifiques des appels à proposition. On ne vous conseille jamais assez de lire et de relire ces conditions et l'appel dans son intégralité. Aussi vous dire que pour les appels 2025, évidemment, on continue d'utiliser les modèles 2025 et de toute manière, ces bons modèles sont ceux que vous avez à télécharger depuis la plateforme de soumission. Donc, si vous avez une proposition à préparer, n'attendez pas. Dès que vous pouvez,
commencer en tant que coordinateur à ouvrir cette plateforme de soumission pour renseigner les informations de votre projet. Du coup, ces changements un peu plus dans le détail, ils vont concerner le critère impact. Et on vous a listé ici effectivement les types de propositions qui sont concernés, donc les RIA, IA, les CSA et les co-funds. Donc vous avez en fait une phrase, likely scale and significance of the contribution from the project. En fait, c'est l'importance des probables des contributions du projet sur le plus ou moins long terme. Cette petite bout de phrase qui existait et que vous voyez dans l'encadré là qu'on vous a remis, en fait, a disparu. En fait, cette petite encadrée, c'est au début des consignes du modèle de proposition. Ça va être en fait la manière dont va être évalué ce critère d'impact. Et donc vous voyez en enlevant cette phrase qui subsiste ici, donc on continue de demander du coup d'expliquer la crédibilité des moyens mis en œuvre pour atteindre les résultats et les impacts attendus, tel que cela est défini dans le programme de travail, et aussi la pertinence et la qualité des mesures visant à maximiser les résultats et les impacts attendus, tel que ça va être décrit dans le plan de diffusion et d'exploitation. Voilà, donc ça, c'est ces deux critères qui sont à prendre en compte pour l'impact, un petit peu allégé. À noter ici que de manière générale, là, l'évaluation de l'impact du coup est modifiée, mais que les critères pour la partie excellence, la première partie des propositions, et pour la mise en œuvre, même s'il y a des petits changements que je vais vous signaler là, ils sont en fait inchangés. Donc justement, pour poursuivre, donc, mais toujours dans la partie donc impact, et dans la section 2.1, le paragraphe 2.1, donc il n'est plus nécessaire d'expliquer les impacts scientifiques, économiques et sociétaux de manière générale, parce qu'en fait, ils sont déjà demandés dans les topics de manière plus précise dans ce qu'on appelle le topic expected impact, voilà le critère de l'impact attendu de l'appel pour essayer de le traduire de la meilleure façon. Donc voilà, cette partie-là que vous voyez, vous avez vu jusqu'à présent dans les descriptifs dans ces modèles de proposition a disparu encore une fois pour alléger les propositions. Un autre aspect aussi qui a été modifié, toujours dans ce paragraphe 2.1, donc dans la partie impact, vous avez une sous-section qui s'appelle Project Pathways Towards Impact. Donc en fait, si on veut traduire les voies d'impact de votre futur projet, cette sous-section, elle a été aussi simplifiée. Auparavant, il y avait 3 points. Point petit a, petit b, petit c. L'ancien point B qui demandait une indication détaillée de l'ampleur des contributions du projet a été supprimé. Donc maintenant, il est uniquement demandé de fournir des estimations quantifiées lorsque cela est possible et pertinent. Voilà, donc vous voyez ici, on vous a mis les modifications donc par rapport aux anciens templates si vous voulez vous y retrouver. Et donc ça fait que ce paragraphe 2.1 qui était de maximum 4 pages auparavant, désormais pour les appels de 26-27, il sera au maximum de 2 pages. Voilà. Ça, c'est important à avoir en tête. Autre chose qui a été modifiée dans le template des propositions, c'est dans la mise en œuvre, donc la partie 3, Implementation. Là, il y a en fait 3 tableaux qui sont liés au budget qui ont été modifiés, encore une fois dans un souci de simplification. Le tableau 3.1H sur les achats, les coûts d'achat, pour Chase Cost a été simplifié puisque maintenant dans ce tableau, vous n'aurez plus qu'à y lister les éventuels coûts d'équipement qui en fait représentent plus de 15% de ce que vous allez demander en coût de personnel. Voilà, donc il faut d'abord regarder la colonne coût de personnel et donc si
un coût ou des coûts d'achat dépassent de plus de 15% le total des coûts de personnel, vous aurez à les lister dans ce petit tableau 3.1H. Alors qu'avant, on demandait ça pour l'ensemble des coûts d'achat. Aussi, deux autres tableaux, le tableau 3.1i, qui est un tableau Other Cost Categories a été supprimé, et le tableau In-Kind Contribution qui permettait donc d'expliciter ici les mises à disposition contre remboursement à titre gratuit, puisque les mises à disposition contre remboursement, elles n'étaient plus à signaler dans ces tableaux-là depuis le début d'Horizon Europe, suite à des clarifications qu'on a demandé à la CE. Donc là, de toute façon, ce tableau, il a complètement été supprimé des propositions. À noter que ces deux tableaux-là, donc le 3.1i, Other Cost Categories, et le tableau 3.1J seront demandés pour les projets en cours réel lors de la phase de la contractualisation. Il faudra les remplir et ça fera partie en fait de votre future annexe technique. Voilà. D'autres changements, non, pour la partie, le template, voilà, on en était là et c'est tout ce qu'on avait à vous présenter. Voilà, j'espère que c'est clair. De toute façon, vous avez la possibilité, encore une fois, de poser des questions sur Slido. Je vois effectivement que certaines questions sont apparues. Il y avait aussi une question dans le chat. Toutes les slides et l'enregistrement seront disponibles sur la page de l'événement. Donc, tout ça sera disponible. On voulait aussi vous présenter la spécificité des appels. Donc pour ça, on vous a fait un tableau récapitulatif sur tout le programme de combien d'appels sont concernés dans les différentes parties du programme par le lump sum, donc les sommes forfaitaires, le FSTP, l'évaluation à l'aveugle et les appels en 2 étapes pour vous permettre d'avoir un petit aperçu. Voilà, donc ça, ce sera disponible également. Et on a fait un webinaire entier sur le sujet qu'on vous invite à aller revoir. Mais comme vous voyez, il y a eu quand même quelques appels qui sont concernés par le FSTP, notamment beaucoup pour le cluster 6. On voulait quand même faire un rapide rappel sur le FSTP. Donc qu'est-ce que c'est quand on parle de FSTP? On parle en fait du support financier à des tiers, qui est un type de financement qui doit être expressément prévu dans la description de l'appel. Vous ne pouvez pas décider par vous-même de mettre en place du FSTP, il faut que ce soit prévu dans l'appel. Donc si vous voulez un peu de détails sur ce que c'est, vous pouvez aller voir dans le modèle de convention de subvention, l'article 9.4 qui développe ce que c'est, et également les annexes générales de la section B sur l'éligibilité. Alors, donc, le FSTP concerne les bénéficiaires quand ils octroient une partie du financement qu'ils ont reçu au titre d'un projet ou à une partie tierce qui est appelée récipiendaire, qui doivent être eux des personnes physiques ou morales, et ce sont les bénéficiaires qui définissent les modalités de sélection des tiers et les modes de financement. On vous a mis un petit schéma pour être sûr que visuellement vous avez en tête. Donc, évidemment, la Commission européenne va verser le financement au coordinateur, qui va distribuer le financement par les bénéficiaires, et ensuite ce sont les bénéficiaires qui vont choisir les récipiendaires, créer un appel et verser le financement. Il y a quand même quelques règles évidemment pour les récipiendaires, donc il y a bien ce schéma en tête, mais évidemment la sélection de ces récipiendaires doit respecter les mêmes conditions qui s'appliquent à la sélection des bénéficiaires. Important aussi, donc quand on dit bénéficiaire, évidemment on parle des signataires de la convention de subvention notamment, et en recevant de l'argent pour le projet, les récipiendaires ne deviennent pas bénéficiaires, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas signer la convention de subvention, c'est vraiment un accord encore à part. Évidemment, on ne peut pas être bénéficiaire ou entité affiliée et récipiendaire au sein du même projet, parce que si je vous remets le schéma, le bénéficiaire 1 peut évidemment pas être récipiendaire A, parce que ça reviendrait à se financer soi-même, et ça évidemment c'est interdit par les règles du programme.
Et il y a certaines obligations de la convention de subvention qui doivent être reportées dans le contrat qui va lier donc le bénéficiaire et ses récipiendaires, à savoir les règles de conflit d'intérêts, de confidentialité de sécurité, sur l'éthique et les valeurs, la visibilité du financement de l'UE, les règles spécifiques à la mise en œuvre de l'action, l'obligation d'information et la conservation des documents. Et ensuite, on va vous parler des appels en 2 étapes. Oui, merci Cécile. Alors, du coup, effectivement, on va continuer sur ces appels en 2 étapes. C'est pas tout à fait nouveau, mais c'est vrai que ça monte en puissance, donc on trouvait utile de vous présenter ces modalités de simplification. C'est comme ça que la commission l'explique, pour éviter que trop de déposants soumettent une proposition complète qui est du coup moins de travail à fournir. Vous voyez que c'est ça, c'est que du coup un appel standard, il y a une soumission unique avec l'évaluation que vous pouvez déjà connaître, avec les 3 critères d'évaluation que j'ai cité tout à l'heure en parlant des nouveautés dans le template de soumission. Lorsqu'on est sur un appel en 2 étapes, donc on va soumettre une proposition courte dans un premier temps qui va être évaluée en tant que telle en regardant l'excellence et l'impact, puisque ce sont les parties qui sont du coup à remplir. Et lors de la 2e étape d'évaluation, on soumet à ce moment-là une proposition complète pour pour les propositions qui ont franchi le seuil à l'étape 1. On reçoit ensuite une évaluation complète pour les 3 critères d'évaluation à ce moment-là. Donc un peu plus de détails donc sur cette étape 1, donc d'une proposition en fait qui est moins détaillée qu'une proposition complète bien évidemment. Donc je le disais, impact et excellence seuls seront évalués. C'est pour ça que on se limite à 10 pages de propositions. Et l'admissibilité, elle va être vérifiée dès cette étape 1 et elle sera revérifiée lors de la 2e étape également. Le seuil pour ces 2 critères d'évaluation, il est fixé à 4 minimal pour chaque étape. Les propositions retenues à l'étape 1, seront invitées du coup, dès que cette étape sera achevée, à soumettre une proposition logiquement lors de l'étape 2. Et les candidats sont informés des résultats d'évaluation, bien sûr, pour que ils puissent se remettre à plancher donc sur la proposition complète. Mais aucun rapport d'évaluation, faut en avoir conscience, n'est envoyé au moment de cette étape-là. Donc c'est vrai que c'est vraiment lorsque l'ESR de l'étape 2 est envoyé que vous avez les informations sur les 2 étapes. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc ça, c'est pour la première étape. Pour la seconde étape, donc vous recevez effectivement concrètement un lien pour soumettre une proposition complète à l'étape 2. Et puis là, on retombe dans un cas classique d'une évaluation standard. Voilà, donc je vous redisais, je le redis ici, donc l'admissibilité est à nouveau vérifiée et ensuite on utilise les 3 critères excellence, impact et mise en œuvre du futur projet. La proposition complète à l'étape 2, ça c'est important, elle doit être conforme à la proposition sommaire sur des aspects vraiment du coup cruciaux. Elle doit en fait ne pas différer considérablement et notamment sur les aspects du coup excellence et aussi impact, parce que sinon elle pourra être jugée irrecevable. Justement là-dessus, un peu plus de détails et la slide suivante sur la manière dont la commission va juger de ça. Donc elle fait la distinction entre des différences non substantielles. Alors la liste n'est pas ici exhaustive, mais notamment la composition du consortium
ça ne fait pas partie dans les critères de changement substantiel. Voilà, donc on peut modifier quelque peu le consortium, hein, pas de manière non plus radicale. Même le changement de coordinateur en soi, c'est pas voilà, c'est une différence qui est jugée comme non substantielle. En revanche, pour vous donner des exemples de différences substantielles, c'est vraiment donc ce qu'on retrouve encore une fois dans la partie 1 et 2, donc dans les critères excellence et impact. Donc la base conceptuelle de la proposition, sa méthodologie qui ont complètement été changées. De même, si les objectifs du travail sont vraiment modifiés de manière structurelle, ça va aussi bloquer. Et si l'impact attendu a aussi été modifié, ça aussi, ça va coincer si on voit ces différences entre les deux étapes de proposition. Comment est-ce qu'elles sont gérées, ces différences substantielles qui peuvent être repérées, donc c'est au moment forcément de la deuxième étape d'évaluation. Donc la commission, elle va demander aux coordinateurs des appels, hein, les project officers qui sont derrière la manœuvre, de vérifier systématiquement donc ces différences manifestes dans les propositions de l'étape 2. Et ça explique aussi un temps qui est nécessaire du coup pour cela et qui rallonge le temps aussi d'évaluation. Et voilà, ils pas se baser uniquement sur les différences qui vont être indiquées par les demandeurs. Donc ça va leur demander de regarder en détail les propositions complètes à l'étape 2. Et puis ensuite, l'évaluation, elle va se faire au cas par cas sur ces différences substantielles. Hein. Chaque situation est différente. Et la CE, elle va examiner les justifications que le demandeur il a données pour ces changements dans l'étape 2. Et elle tient bien sûr la commission en compte du fait que la première étape ne concerne pas tous les critères d'évaluation. Et donc, forcément, il y a des nouveaux éléments dans la nouvelle proposition qui n'étaient pas mentionnés. Donc, ça, bien évidemment, c'est pris en ligne de compte. Donc, voilà. Et puis, du coup, sur ces appels en 2 étapes, il y a quelque chose du coup qui est vraiment nouveau, c'est le délai de financement entre le moment où l'appel à proposition est lancé et le moment où les projets qui ont été retenus démarrent. La commission justement, toujours dans l'idée de simplifier, elle veut essayer de réduire de 3 mois globalement la durée d'évaluation. Donc, vous voyez ici, on a entouré en bleu foncé donc les trois moments dans ce processus d'évaluation des appels en 2 étapes. Là où elle essayera de faire des réductions de temps, donc à chaque fois d'1 mois. Donc au moment du coup de la soumission de la première étape, donc on aura, pas dans tous les cas, mais dans un certain nombre de cas, un temps qui sera de 2 mois pour soumettre au lieu de 3 jusqu'à présent. Pareil, dans l'évaluation de cette première étape, ils vont essayer de descendre à 3 mois, et même moins si c'est possible, et 2 mois aussi lors de la soumission de la deuxième étape d'évaluation. Donc voilà, l'objectif global, du coup, 1 + 1 + 1, vous avez compris. Voilà, sachant que dans le programme de travail 26-27, on est quand même sur 41 appels qui sont concernés par cela. Et donc l'idée, c'est aussi, toujours, je le disais, de limiter l'effort des déposants dans ces deux étapes. Quelque chose qui est lié aussi à ces appels en 2 étapes d'évaluation et qui n'est pas tout à fait nouveau puisque c'était un pilote dans les vagues d'appels antérieures, mais qui est du coup toujours là et qui cette fois ne concerne pas l'ensemble des appels en 2 étapes, mais une sélection de ces appels en 2 étapes, c'est l'évaluation à l'aveugle. Donc on vous a mis ici la base légale, si ça vous intéresse de savoir sur quoi s'appuie la commission pour mettre en œuvre
ce pilote. Et cette initiative, en fait, c'est une initiative du Parlement européen. La volonté, c'est de s'attaquer à la perception d'un biais de renommée perçu dans le cadre des réponses aux appels à propositions. Voilà, donc on va voir, on essaie de suivre de suivre les résultats de cela et de savoir si c'est probant. À notre avis, ça ne l'est pas, mais bon, voilà, le pilote est toujours testé. Donc pour que ce soit bien clair, donc c'est pour vraiment les appels en 2 étapes, une sélection de ces appels en 2 étapes, et donc lors de l'étape 1 de cette évaluation en 2 étapes, il faut absolument déposer, quand c'est signalé dans l'appel à proposition, une proposition courte qui va être anonymisée, voilà, donc qui ne donne aucune donnée identifiante directe, notamment le nom des chercheurs, enseignants-chercheurs concernés, le nom des entités, les acronymes. Et il ne faut pas donner non plus de données identifiantes indirectes qui puissent en fait permettre d'identifier ces personnes ou ces institutions. Donc ça concerne la partie B de la proposition, la partie descriptive de la proposition. Voilà. Si il y a une donnée identifiante directe, la proposition sera jugée inéligible dans le cadre de ce pilote d'évaluation à l'aveugle. S'il y a un cas de données identifiantes indirectes, donc dans ces parties B de proposition, un examen sera mené au cas par cas par les services de la commission à l'aide d'une juriste. Un autre aspect, alors qui en soi, encore une fois, n'est pas tout à fait nouveau, mais qui s'étend, hein, on vous le disait tout à l'heure, maintenant c'est 50% du budget des appels qui vont être déclinés donc sous forme de somme forfaitaire, ce qu'on appelle le lump sum. Donc vous voyez un exemple ici, c'est clairement signalé sur la page de l'appel que vous êtes dans un type de modèle de convention de subvention en lump sum. Donc c'est une info importante qu'il faut que vous ayez en tête au plus tôt dans le processus de dépôt. Et du coup, pour rappel rapide, le principe du financement en somme forfaitaire, c'est que vous allez avoir cette somme qui va être allouée pour le projet, ça va être le budget total du projet, qui en fait est fixé par Work Package et par bénéficiaire. Et le principe, c'est que le financement, il va être validé, acquis, pas lorsqu'on aura présenté des rapports financiers détaillés et présenté des rapports techniques, mais lorsque les Work Packages sont validés par la Commission européenne comme étant achevés à 100%. Voilà, le but de ça, c'est toujours d'essayer de simplifier ces processus de sélection et de mise en œuvre des projets. Donc, on supprime les rapports financiers, on supprime les audits financiers, ce qui en soi est une excellente nouvelle. Donc, on réduit le taux d'erreur et on remet ainsi l'accent sur les aspects scientifiques et techniques. On veut vous dire ici, c'est hyper important que le montage, l'évaluation des propositions suit les règles habituelles d'Horizon Europe. Donc, on a les mêmes critères d'évaluation pour les projets financés en lump sum, les mêmes conditions de versement du financement, dont le versement du préfinancement, puisqu'il y a dans ce programme un préfinancement qui peut aller jusqu'à 80% du budget total. Voilà, donc vous avez de l'argent en trésorerie, notamment pour les entités qui ont une trésorerie plus compliquée, je dirais, que les grandes entités. Le découpage des périodes de rapport sont les mêmes aussi que pour des projets en cours réel. Voilà, donc il y a énormément de choses qui ne changent pas. Voilà, ce qui change, c'est que du coup, vous aurez dans les propositions de projet à présenter une estimation détaillée des coûts que vous allez mettre en fait dans un tableau budgétaire, une matrice budgétaire Excel qui est en fait une annexe de votre proposition de projet. Sans le dépôt de cette annexe,
votre proposition ne sera pas jugée comme admissible et ne sera pas du coup évaluée. Donc ça, c'est important que vous fassiez ça. Cet Excel, vous pouvez le télécharger comme tous les autres documents pour la soumission, donc sur la plateforme de soumission. Et comme je le disais donc tout à l'heure en parlant de la réduction des pages, donc vous avez un modèle de proposition donc pour la partie descriptive B qui est plus longue de 3 à 5 pages pour décrire votre plan de travail en détail et notamment les work packages horizontaux qui pourraient être démultipliés dans votre proposition. C'est une possibilité, pas une obligation. Voilà. De toute façon, là, j'ai fait vraiment un passage rapide, mais sachez qu'il y a énormément de ressources qui sont disponibles sur ce sujet du lump sum, que vous avez listé dans notre boîte à outils du PCN juridique et financier, que vous retrouvez dans un webinaire. On en a fait plusieurs sur le sujet. On a fait également une FAQ dédiée au lump sum et la commission, elle organise très régulièrement 2 fois par an au minimum des webinaires dédiés au lump sum. Voilà le dernier dont vous aurez le lien quand le support sera en ligne sur la page de l'événement. Donc n'hésitez pas. Le prochain est dans très peu de temps. Il est au mois de février pour la prochaine édition. Si vous avez des questions à poser sur le montage de projets à la CE directement, ce sera à l'occasion. Voilà pour les lump sum, ce qu'on pouvait dire. On vous a remis ici aussi des certains nombres de liens et d'accès. Je laisse la parole à Cécile qui va vous en parler rapidement pour conclure. Oui, comme vous le savez sûrement, on fait des événements de lancement des programmes de travail, donc en parallèle de nos collègues thématiques. Donc quand on a mis replay à revoir, on a essayé de faire un tableau récapitulatif, ça veut dire que les événements sont déjà passés, que nos collègues sont en train de travailler pour mettre en ligne les replays avec les slides, donc ça va venir incessamment sous peu. Donc voilà, il y a beaucoup d'événements qui se sont déjà passés. Et voilà, vous retrouverez donc sur le site horizon.gouv.fr la page avec les lancements, enfin la page de lancement du programme de travail avec tous les liens de nos collègues. Mais on voulait vous faire un petit récap dans nos slides. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir. Mais on va passer maintenant donc à la session questions-réponses. Si Fanny, tu peux afficher le slide s'il te plaît. Et on vous enverra aussi, on a beaucoup de ressources utiles qu'on a listées et qu'on vous enverra évidemment. Alors, voilà le Slido. Donc, n'hésitez pas à voter pour les questions que vous voyez dans la liste ou à ajouter une question que vous aimeriez nous poser. Donc, je prends la première question. Vous dites que la section 2.1 est de 2 pages maximum au lieu de 4 puisque c'est la scale and significance qui n'est plus nécessaire. C'est une limite ou une suggestion? Alors, la limite de 2 pages, donc non, c'est pas une suggestion, c'est un impératif dans chaque paragraphe de ce type. Vous avez des limites de pages et c'est des limites strictes à respecter. De toute manière, si vous dépassez à chaque fois les limites de pages, vous n'arriverez jamais à respecter la limite maximale de 40 pages. L'idée vraiment, c'est d'essayer d'en faire le moins possible, d'être le plus synthétique et le plus clair possible, et n'essayez pas d'être à 39 ou 40 pages, absolument, vraiment. Pensez aux experts évaluateurs, je sais pas, un vendredi soir à 10h dans leur bureau, qui sont là en plancher sur ces propositions de projet, voilà, donc plus vous êtes clair et synthétique, le mieux c'est. Donc là, mais moi j'ai évoqué rapidement les choses, mais bien sûr, si vous préparez une proposition de projet, vous irez voir ces modèles et vous verrez. Donc c'est bien des limites qui sont impératives. Je passe à la question suivante. Quels sont les appels qui s'adaptent aux nouveaux entrants, PME et start-up? Comment les identifier? Alors, merci pour cette question que je me suis moi-même posée. Alors, je peux pas vous donner une liste exhaustive des appels
qui s'adapte aux nouveaux entrants, aux PME, aux startups, aux petites collectivités territoriales, etc. Cette liste en soi, en fait, elle n'existe pas, elle n'est pas fournie par la commission, sinon je vous l'aurais donnée avec grand plaisir. Après, je vous invite à aller consulter les différents programmes de travail qui sont concernés. On a échangé hier avec mon collègue qui est coordinateur du cluster 6, tout ce qui est bioéconomie notamment, Maxime Dooms, qui me donnait des exemples en fait d'appels effectivement qui dans le sujet donc dans la thématique de l'appel à proposition vont s'adresser à par exemple des PME ou à des nouveaux entrants, et c'est là des fois clairement mentionné dans cette description d'appel. Donc voilà, pour vous donner un exemple. Voilà. Mais fonctionner par mots-clés aussi, ça peut être pas mal. Vous ouvrez les programmes de travail, vous pouvez télécharger dans les documents de référence, et vous tapez PME, vous tapez start-up, enfin voilà, ou newcomers en fonction de ce qui vous intéresse. Notre collègue Pascal Bourri, qui est PCN Infra, prêche pour sa paroisse dans les commentaires en disant que beaucoup d'appels dans les infras sont concernés, donc n'hésitez pas à aller voir. Voilà, donc merci Pascal, autre exemple du coup dans le pilier également. Voilà, je passe à la prochaine question. Est-ce que l'on peut ajouter de nouveaux partenaires entre la phase 1 et la phase 2 ? Oui, tout à fait. Vous pouvez ajouter de nouveaux partenaires entre la phase 1 et la phase 2. Il n'y a aucun souci à ça tant que c'est nécessaire au projet, et en tout cas, ça ne va pas être considéré comme une différence substantielle, etc. Encore une fois, c'est une proposition courte, et donc c'est plutôt logique que vous soyez amenés par la suite à rajouter des nouveaux partenaires. Donc, il n'y a pas de souci a priori pour cela. Prochaine question, le nombre de projets admis en étape 2 sera-t-il limité à l'exemple de l'ERC où toutes les propositions qui atteignent le seuil sont admises? Alors, quand je parle des appels en 2 étapes d'évaluation, et je le rappelle ici, c'est pour ça qu'on l'a dit en introduction, en fait, l'ERC n'est pas concerné par le programme de travail principal, c'est un programme de travail vraiment à part. Et voilà, c'est pas du tout les mêmes règles, donc tout ce que je vous ai expliqué là ne s'applique pas du tout à l'ERC. Voilà, comme ça c'est dit, ça peut être aussi utile par ailleurs de le préciser. Donc du coup, le nombre de projets admis en étape 2, il n'est pas non plus infini, c'est comme dans les projets en une seule étape d'évaluation, les appels, pardon. Donc, je ne sais pas quelle est la limite, mais la limite, c'est de toute façon le budget, etc. Mais c'est une bonne question. J'essaierai d'avoir des informations plus précises à ce sujet-là. Je ne peux pas vous en dire plus aujourd'hui, en tout cas. La prochaine question, si on souhaite accéder aux plateformes, aux bases de données et que le JRC est un partenaire dans le projet, est-ce que cela veut dire qu'il n'y a aucun frais pour accéder à des plateformes, des bases de données? Alors, je suis désolée, mais je ne suis pas la meilleure placée ici. On n'est pas de spécialiste du JRC. Je pense que ma collègue avait d'autres obligations, donc je lui transmettrai votre question. N'hésitez pas sinon à la contacter comme tous les PCN sur la page vos points de contact nationaux sur notre site horizon-europe.gouv.fr. Donc vous trouverez le contact du PCN JRC. Vous pouvez du coup via le formulaire de contact lui écrire un mail, et voilà, elle vous répondra sur le JRC si vous avez des questions. Vraiment, c'est le but, posez-les. Donc j'ai aucune idée, je suis désolée. Alors, autre question, la coopération internationale. Est-ce que un partenaire égyptien, par exemple, si l'accord n'est pas signé à temps, un financement national est prévu et l'Égypte s'engage à financer l'équipe égyptienne? Vas-y, c'est le concept un peu des partenaires associés, c'est ce que j'ai expliqué
quand je présentais l'état des lieux des accords d'association. Donc, vous pouvez d'ores et déjà mettre des partenaires, enfin des entités égyptiennes comme bénéficiaires, entités affiliées, etc. Sur tous les appels du programme qui sont fléchés 2025 et ultérieurs. Et encore une fois, si l'accord final n'est pas signé entre le pays et la Commission européenne, les entités que vous aurez mis comme bénéficiaires ou entités affiliées passeront partenaires associés. Donc ça permet à des entités d'autres pays de participer, mais sans être financées. Donc oui, ces partenaires-là devront trouver un mode de financement, et c'est souvent à ce moment-là le pays qui s'engage à financer l'équipe. Donc voilà, ce sera pareil pour les entités japonaises d'ailleurs, si l'accord final n'est pas signé. On va espérer que ça le soit, ça sera beaucoup plus simple pour tout le monde. Merci Cécile. Prochaine question, pourriez-vous rappeler les deadlines de dépôt des propositions des différents clusters? Alors, je suis désolée, mais on va pas pouvoir faire ça ici. Comme on vous l'a indiqué, là, Cécile à l'instant évoqué donc les différents événements que nos collègues des clusters et des thématiques qui sont concernées ont organisé là depuis le mois de décembre. Donc, si vous accédez à ces différents événements, il y a des supports qui sont aussi mis en ligne. Ça vous permettra d'avoir les infos sur les différents appels. Il y a trop d'appels, ça nous prendrait 3 heures ne serait-ce que de vous les citer, vous les lire. Il y a aussi le calendrier des appels à propositions que vous trouvez sur notre site internet. Si vous voulez aller les chercher ces appels sur le site des PCN, donc vous pouvez aussi le chercher par là. Là, je suis en plein écran. Si j'arrive, on vous l'envoie. Voilà, donc vous avez différents moyens de le faire, mais aujourd'hui, c'est pas quelque chose qu'on est en mesure de faire. Question de temps, et puis c'est vraiment plus pertinent que vous alliez voir ce qu'ont fait les collègues des différentes thématiques. Donc je vous invite à aller voir leurs événements. Encore une fois. Prochaine question concernant les restrictions et interdictions. Les CSA sont-elles concernées? Est-ce que tu veux essayer de répondre à ça, Cécile? Oui, alors dans les restrictions que j'ai évoquées dans la Chine, non, mais encore une fois, il faut que vous référiez en fait à l'appel. C'est là où seront développés tous les détails en disant donc je peux pas vous dire dans la liste des TSA s'il y en a qui sont concernés ou pas, mais si c'est pas écrit dans l'appel, ça veut dire qu'elles ne sont pas concernées, et sur l'explication que je faisais sur la Chine, pour l'instant elles sont pas concernées, puisque comme je disais, le contexte est de protéger les intérêts notamment industriels et de propriété intellectuelle de l'UE, donc c'est sur ces sujets-là qu'il y a des restrictions. Encore une fois, toutes les restrictions sont toujours détaillées dans l'appel, donc référez-vous en particulier et en priorité aux conditions de l'appel. Merci Cécile. Je viens de vous mettre le lien vers le calendrier dans le chat rapport à la question précédente. Et oui, j'ai vu un commentaire qui complétait exactement la réponse, parce que j'ai pas la liste des pays qui sont automatiquement éligibles au financement, parce que elle est assez longue, mais en effet sur le site vous avez de la commission, et on a aussi envoyé le lien vers le site où il y a une liste des pays qui sont donc des pays tiers qui sont éligibles au financement, parce que souvent ce sont des pays que la commission considère comme en développement, et donc elle encourage leur participation, et en effet donc l'Égypte fait partie de cette liste, mais la liste est très très longue, donc n'hésitez pas à aller voir si vous posez des questions. D'ailleurs je vais vous mettre le lien dans le chat. Vous avez la liste de tous les pays qui sont éligibles, et en effet l'Égypte est dedans. Je n'avais plus ça en tête, donc merci beaucoup pour la précision. Oui, c'est vrai qu'il y a maintenant il y a tellement de pays qui sont sur le chemin pour pour s'associer au programme Horizon Europe, qu'effectivement ces pays ont pu déjà être financés par ailleurs via ce mode-là, vous voyez. Donc c'est vrai que ça a une incidence qui est pas gravissime, au cas où vous ne pouvez pas avoir cette signature, mais voilà. Mais je pense on croise les doigts, parce que c'est juste une formalité, en plus, un renvoi de documents signés entre les pays qui retardent pour l'Égypte le processus. Prochaine question. Pourriez-vous commenter cette mention dans les calls CL1
legal and financial setup of the grant agreement. The grant authority may, up to 4 years after the end of the action, object to a transfer of ownership of the exclusive licensing of results as set out in the specific provision of Annex 5. Alors, effectivement, dans les différents... Dans les descriptions des appels, vous avez toute une partie à chaque fois sur les aspects juridiques et financiers. Et en fait, ils ont choisi ici, c'est pas quelque chose de nouveau, mais ils ont choisi ici maintenant de mettre en avant cette obligation qui effectivement fait partie du modèle de convention de subvention d'Horizon Europe, qui en fait vous oblige jusqu'à 4 ans après la fin du projet à faire le maximum en fait pour mettre pour travailler sur l'exploitation des résultats du projet. Donc c'est du coup quelque chose qui est rappelé là et qui existe depuis le début du programme en fait. Ces choses-là. Je sais pas si tu veux compléter, Cécile. C'est pas pour dire que c'est pas une nouveauté, ça, c'est quelque chose que la Commission peut... C'est une règle qui existe dans le règlement Horizon Europe qu'elle peut imposer pour des appels en particulier. Donc, pour le coup, c'est pas une nouveauté, mais c'est encore une fois, là, il y a dans les appels 26-27, c'est vrai qu'il y a beaucoup de garde-fous qui sont levés par la Commission qui sont mis pour protéger certains intérêts de l'UE et stratégiques. Donc voilà, ça doit être des appels, enfin on connaît pas en détail les appels les calls en question du cluster 1, mais il doit y avoir une bonne raison que la Commission a détaillée dans les appels. Voilà. Donc effectivement, voilà, allez vous renseigner auprès soit de nos collègues du PCN Santé, soit vous pouvez voir les règles aussi liées à l'exploitation, à la dissémination. On avait organisé un webinaire là-dessus. Et après, voilà, vous effectivement regardez les restrictions qu'il peut y avoir à ces règles aussi, c'est important d'avoir tout ça en tête. Et ouais, et c'est vrai que dans le règlement Horizon Europe, la Commission a détaillé plusieurs raisons pour lesquelles elle peut comme là c'est écrit, peut terminer un projet pour certaines raisons, s'opposer à comme c'est écrit à un transfert de résultats, etc. Donc c'est pas des nouveautés, c'est vraiment des règles qui sont contenues dans le règlement Horizon Europe. Voilà, qui sont mis en exergue ici. Voilà, donc si plus de questions liées à l'appel, voilà, allez voir et puis on répondra si nécessaire avec nos collègues de la thématique concernée. Prochaine question. Là, on parle d'un appel 2027 du cluster 5. Dans les conditions d'éligibilité est indiqué que the consortium must include as beneficiary or associated partner at least 3 independent legal entities established in 3 different low and upper middle income countries. Ces pays recevront-ils directement des financements? Alors, on a déjà, sans le vouloir déjà, en partie répondu à cette question. Donc ça, c'est, vous voyez, des choses spécifiques. Donc là, on demande dans cet appel d'ajouter 3 entités qui seront basées dans 3 pays différents, à savoir que ces pays font partie de cette fameuse liste qu'on évoquait à l'instant avec Cécile, de ce qu'on appelle les low and middle income countries. Donc cette liste, en fait, ce sont des pays tiers qui ne sont pas associés au programme Horizon Europe, mais qui néanmoins, par des accords avec la Commission européenne, sont automatiquement financés s'ils participent au programme. Donc c'est vrai que ça a l'avantage que si vous ajoutez ces pays dans un consortium, et là c'est quelque chose qui est requis, puisque vous voyez il y a l'adverbe must qui est employé, voilà, vous aurez un financement qui est assuré pour eux. Ils n'auront pas à demander un financement à leurs agences nationales respectives. Voilà. Encore une fois, donc je vous ai mis la liste que la Commission met à jour dans le chat, et vérifiez aussi que dans ces pays low middle income countries, il n'y ait pas aussi une restriction qui soit mise dans les appels, mais ça vous le verrez.
Ouais, et voilà. Et puis, si jamais, de toute façon, ces documents-là, qui sont assez classiques, vous les retrouvez sur les pages des appels, vous les retrouvez aussi dans notre boîte à outils du PCN juridique et financier. Si vous les cherchez à toute fin utile. Prochaine question. Est-ce que la CE va sortir de nouveaux templates de grants, donc de conventions de subvention, pour montrer comment contractualiser avec les nouveautés de 3.1J, 3.1I? Oui, effectivement, ça va, je pense, être mis à jour, puisque je l'évoquais. Du coup, c'est quelque chose qui sera toujours requis. Donc, il y aura peut-être une mise à jour dans les consignes, en fait, et je pense que de toute manière, dans le processus de contractualisation, le project officer devrait vous renvoyer, du coup, quand il vous renverra en fait les modèles de projet, il vous demandera de bien remplir ces petits tableaux, du coup, qui disparaissent en fait donc de la partie montage, mais qui sont toujours prévus quand on passe à la préparation du contrat. Voilà. Donc, D'ailleurs, je pense qu'ils sont déjà en ligne sur le portail, mais j'ai pas vérifié. Oui, parce qu'en fait, comme c'est des tableaux qui ont disparu des propositions, mais en fait, ils devraient logiquement être toujours dans les choses. Alors peut-être qu'ils mettront effectivement un encart ou qu'ils préciseront que c'est quelque chose qui est plus demandé dans les propositions, mais qu'il faut bien les compléter là. Je vous dis, après, les équipes de l'ACE sont là aussi pour vous rendre attentif à un certain nombre de points pendant cette phase donc de contractualisation. La question suivante est une très bonne question. On n'a pas eu d'infos là-dessus pour l'instant. Quid de l'applicabilité des règles relatives aux aides d'État pour les financements en cascade? Quelle vérification la CE réalise dans ce cas? Alors ça, effectivement, Cécile le disait, c'est une bonne question. C'est une question qu'on a posée à la Commission européenne, qui botte un peu en touche, on va dire, sur le sujet, parce que c'est loin d'être un sujet simple. Voilà. Si je me souviens bien ce qu'on a dit, parce que ça a été évoqué quand on les a rencontrés donc en fin novembre dernier, elle disait qu'a priori ce n'était pas le cas, mais c'est vrai qu'il y a quand même des cas subtils et il y a certains pays pour lesquels lorsque une entité publique va du coup reverser donc la subvention, hein, c'est ça le principe du financement en cascade, ça va effectivement potentiellement se retrouver dans cette case des aides d'État. Donc voilà, il y a une intuition commune partagée entre les juristes de la Commission européenne et un certain nombre de PCN juridiques et financiers, comme quoi ça n'a pas à être dans les aides d'État, mais voilà, c'est quelque chose qu'il faut pouvoir démontrer. Donc c'est, j'espère, une question qui va être clarifiée, parce que avec la montée en puissance du FSTP, c'est important de dénouer ce point-là. Et sur les FSTP, j'en ai pas parlé parce que bon, c'était pas trop l'objectif, mais il y a beaucoup de questions qui se posent et on est en train de voir avec la commission, on n'a pas encore de réponse pour l'instant claire, donc c'est pour ça qu'on évite d'aborder ces sujets, parce qu'on n'a pas de réponse de la commission et c'est elle qui décide. Donc c'est une question en tout cas qu'on a fait remonter à la commission, elle en est consciente et on attend un peu plus de clarification sur ces sujets et sur d'autres qui concernent le FSTP. Voilà, donc la suite au prochain épisode. Que veut dire ESR? Alors, on avait mis ESR peut-être entre parenthèses, mais on l'a bien développé, me semble-t-il. Si c'est pas le cas, de toute façon, ce sera corrigé dans la diapositive. C'était écrit en toutes lettres que c'est le rapport d'évaluation. ESR voulant dire Evaluation Summary Report. Donc, c'est vrai que voilà, là, dans la diapositive, j'ai dû écrire, parce qu'en plus c'est moi la coupable, j'ai dû écrire rapport d'évaluation et pas vouloir forcément faire une traduction littérale de cet acronyme-ci. Voilà. Donc vous avez l'explication pour ESR. Comment sait-on qu'on a passé la première étape d'évaluation si on ne reçoit pas d'ESR, s'il vous plaît? Alors, comme je le disais, en fait, c'est que vous avez une invitation à déposer pour la deuxième étape d'évaluation. Vous recevez une notification de la commission via du coup email et via le portail du participant
qui vous indique que vous êtes invité à soumettre votre proposition complète pour la deuxième étape d'évaluation. C'est comme ça que vous êtes au courant voilà, du fait qu'il faut continuer le travail. Encore une question concernant les appels en 2 étapes. La modalité de dépôt en 2 étapes concerne tous les clusters. Alors, j'ai le tableau devant les yeux, ça concerne pas le cluster 3, le cluster 4. Et après, c'est pas la question, mais ça concerne pas les Marie Curie, les infra, l'EIE et Widerra. Mais il y a notamment pas mal d'appels, donc 14 appels en 2 étapes dans le cluster 6. Pour le cluster 5, vous avez 6 appels. Pour le cluster 4 industrie, vous avez 2 appels. Vous n'avez pas d'appel pour le cluster 4 espace. Et ensuite, c'est 4 appels pour le cluster 1 et 3 appels pour le cluster 2. Donc, c'est vraiment le 1, le 2, le cluster 4 côté industrie, cluster 5 et 6. De toute façon, tout ça, c'est dans les slides, dans le tableau récapitulatif qu'on a fait. On vous enverra. Exactement, c'est pour ça qu'on l'a fait. Comme ça, vous avez une idée globale de ces 41 appels, du coup, notamment en deux étapes et des autres appels, des autres aspects spécifiques. Et vous verrez, par exemple, pour le cluster 1 et 2, tous les appels qui sont en 2 étapes sont aussi en évaluation à l'aveugle, mais c'est pas le cas pour tous les clusters, mais ça sera, c'est quelque chose, une information que vous verrez dans le tableau qu'on a fait. Prochaine question. Concernant la condition de capacité financière pour l'éligibilité d'une PME, quels sont les seuils? L'aide est-elle limitée par les fonds propres? Est-elle limitée à un pourcentage du CA? Alors, ça, c'est une question qu'on n'a pas choisi d'aborder ici, puisque ça ne concerne pas les nouveautés des appels. Alors, on a une fiche pratique qui existe sur le sujet, sur lequel que je reconsulte et que j'envoie à chaque fois pour ce type de choses. Sachez que en règle générale, le programme il est vraiment fait pour que des PME puissent faire partie du consortium, voire puissent coordonner un appel à proposition, sachant que vous verrez dans cette fiche, en fait, il y a un seuil assez différent quand vous êtes partenaire, donc futur bénéficiaire d'un projet, et quand vous êtes coordinateur, on va pas faire une vérification sur le même seuil systématiquement. Quand vous êtes seulement amené à participer à un consortium comme futur bénéficiaire, voilà, il n'y aura pas forcément de vérification. Voilà, Cécile vous a mis le lien direct de la fiche dont je suis en train de parler. Quand vous placez comme futur coordinateur ou que vous atteignez 500 000 € de subvention à recevoir, vous allez avoir une vérification, mais quand bien même, ne vous inquiétez pas, si vous êtes vous-même travaillez dans une PME ou si vous invitez des PME, vraiment c'est très ouvert et souvent on pense que c'est beaucoup plus restrictif que ça ne l'est en réalité. Voilà, donc vous avez tous les ratios et les critères à prendre en ligne de compte dans cette fiche. Si jamais vous avez des questions encore suite à ça, vous pourrez nous contacter pour qu'on vous aide. De toute façon, quand vous allez déposer une proposition, si c'est la première fois, vous inscrivez dans le registre des participants pour obtenir le fameux numéro PIC. Quand vous avez un PIC provisoire, après les vérifications qui sont faites et vous êtes accompagné par les services de la CE là-dessus. Voilà, donc le message c'est ça, c'est ne vous limitez pas et c'est vraiment, on l'a vu tout à l'heure, il y a des appels à propositions qui sont fléchés vers les PME. Et donc voilà, elles sont vraiment invitées à participer au programme. C'est vraiment l'idée majeure qu'on voulait faire passer. Prochaine question, pourriez-vous afficher les budgets par cluster 6? Alors encore une fois, on va pas être aujourd'hui en capacité de vous montrer tout ça dans le détail, mais je vous invite à
je vous appelle effectivement à aller voir donc les événements qui ont été faits par nos collègues, notamment du cluster 6. Vous avez aussi les infodés de la Commission européenne qui sont en replay et vers lesquels ils vous enverront aussi. Voilà, ça vous permettra d'avoir les budgets plein d'indications. Voilà, on ne peut pas avoir une vision exhaustive aujourd'hui. Prochaine question concernant le JRC. Aucun projet avec le JRC sur le cluster 1, sait-on pourquoi? Alors, vu tout à l'heure. oui, voilà, c'est ça, on a répondu à ça. Il y a... Virginie a répondu. C'est ça, donc on passe la dire question. Ouais, non, il n'y a pas vraiment de raison a priori. Je vais vous remettre dans le chat le lien vers la page où vous retrouverez tous les lancements par nos collègues et vous retrouverez à venir les replays pour beaucoup pour beaucoup des événements qui sont déjà passés. Alors, j'ai fait une fausse manip, mais je vais revenir dans 2 secondes. On va du coup prendre cette question et je vais reprendre ensuite celle que j'ai fait archiver par erreur. Donc, les pays à revenus faibles et intermédiaires sont-ils éligibles au financement dans le cadre de l'appel sur la lutte contre la violence sexiste à l'égard des femmes et des personnes LGBTQI politiquement actives, cluster 2 démocratie. Alors, du coup, c'est tout ce qu'on vous a expliqué sur ces pays à revenus faibles et intermédiaires, en fait, c'est quelque chose qui est général à l'ensemble du programme Horizon Europe. Donc, du coup, logiquement, ça va s'appliquer aux appels du cluster 2. Voilà ce qu'on peut vous dire là-dessus. Il y a une question dans le chat, donc je vais répondre. Pourriez-vous fournir le lien vers les infos budget? Alors, comme j'ai envoyé le lien juste avant, vous avez l'événement de lancement avec de nos différents collègues qui, eux, vont entrer dans le détail par élément de programme, donc par cluster. Si vous voulez les infos sur le cluster 6, vous pouvez aller revoir quand il sera disponible le replay du webinaire de nos collègues du cluster 6 qui pourront vous donner les infos. Et si je m'improvise un petit tuto pour vous montrer où trouver les documents. Donc quand vous allez sur le site du Funding and Tender Portal de la Commission, vous avez les onglets en haut et vous avez Guidance Documents. Une fois que vous avez cliqué là-dessus, vous allez dans Reference Documents. Vous vérifiez ici à gauche que Horizon Europe pour la période 2021-2027 est coché, sinon vous aurez les appels pour différents programmes européens, mais vous voulez les infos Horizon Europe. Et ensuite, vous avez une liste de tous les documents. Donc vous allez dans Work Program Call Documents pour 2026-2027. Programme de travail principal, puisque là, c'est là où vous retrouverez toutes les infos. Et là, vous avez les programmes de travail pour donc tous les clusters, avec notamment les introductions et les annexes générales où sont détaillées beaucoup d'informations, notamment toutes les infos qu'il y avait sur les restrictions pour la Chine. Donc voilà, n'hésitez pas à lire tous ces documents et vous retrouverez les infos sur les budgets, les appels dans ces documents. Donc voilà. Il y a un petit tuto rapide. Ouais, c'est toujours utile de vous remontrer, retrouver toutes ces ressources qui sont toutes en ligne en général. Voilà, écoutez, je ne vois plus de questions qui s'affichent dans Slido, donc ça veut dire, c'est une bonne nouvelle qu'on a pu répondre à vos interrogations pour l'heure. Voilà, donc je vous propose du coup qu'on termine ici ce webinaire, que vous pourrez du coup revoir dès que possible sur la page de l'événement. On va mettre en premier lieu le support que vous pourrez télécharger. Voilà. Donc bonne journée à toutes et à tous et bon courage pour vos futurs montages éventuels. Voilà. Merci à vous pour votre attention. Bonne excellente journée. Voilà. À bientôt. Au revoir.